mon nom est Zelda Bennett. Je suis ingénieur en structure de 32 ans et je viens de Denver, Colorado. Il y a 2 ans, j'étais assise à la table de mes parents et j'ai entendu les mots qui ont tout changé. Ils ont donné 150 000 $ à ma jeune sœur pour qu'elle achète la maison de ses rêves et ne m'ont rien donné. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu es la ratée, Zelda. On investit dans les gagnants. » Ce soir-là, j'ai quitté leur vie pour de bon. J'ai construit mon propre avenir de toutes pièces. Et 2 ans plus tard, ma sœur est passée devant ma propriété en voiture, s'est figée d'incrédulité et a appelé mon père en criant, « Papa, il faut que tu viennes ici maintenant. Vous a-t-on déjà dit que vous n'y arriveriez jamais, pour ensuite prouver à tout le monde qu'ils avaient tort? Dites-moi d'où vous regardez, parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. » Cette nuit-là, c'était une fraîche soirée de fin d'automne. La brume s'infiltrait à travers les vitres, estompant la douce lueur dorée qui se reflétait sur la table de chêne. J'étais assise en face de mes parents. Sur la table, il y avait les lasagnes cuites au four de ma mère, aromatiques mais fades, comme toutes les conversations dans cette famille. Le parfum de la sauce tomate mélangée au vin rouge épaississait l'air autour de nous. À ma droite était assise ma sœur, Jessica, son visage rayonnant, ses cheveux blonds délicatement bouclés, ses yeux débordant de cette confiance naturelle, comme si le monde entier avait été fait pour elle. J'étais restée silencieuse pendant presque tout le repas, prenant de petites gorgées de vin, attendant le bon moment pour parler. Mais lorsque ma mère a posé sa fourchette et son couteau et a tamponné ses lèvres avec une serviette, j'ai su que si je ne parlais pas maintenant, je quitterais une fois de plus la table en silence, emportant des mots non dits et la douleur familière d'être laissé pour compte. J'ai pris une inspiration. J'ai une opportunité, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Une start-up à Boulder recherche un partenaire pour concevoir des maisons modulaires et durables. Je peux investir une partie du capital, environ 30 000 $. Si ça réussit, je pourrais conserver les droits officiels de conception et une part des bénéfices. Je les ai regardés, espérant, ne serait-ce qu'une fois, voir une étincelle d'intérêt dans leurs yeux. Mais ma mère a seulement souri, ce sourire léger et familier. « Zelda, n'as-tu pas encore appris à être réaliste ? Nous n'avons pas d'argent pour toi. Ta sœur va bientôt se marier. Ils ont besoin d'une maison. Nous venons de leur donner 150 000 $ pour la compte. C'est pour les aider à s'installer. » Oh. Le faible bruit des couverts touchant la table a brisé le silence. Jessica a rejeté ses cheveux en arrière avec légèreté, son sourire fier ne cherchant même pas à se cacher. Je me suis forcé à rester calme pour empêcher ma voix de se briser. Je ne demande pas un cadeau, juste un prêt. Je peux le rembourser en 1 an. Ma mère a secoué la tête comme on le ferait lorsqu'un enfant mendie un jouet coûteux. Tu poursuis toujours des rêves. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas être plus comme Jessica. Elle sait comment planifier, comment rester en sécurité. Toi, tu continues à croire que la passion seule suffira. Mon père, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, a finalement parlé. Sa voix était sèche, chaque mot coupant comme une lame. Jessica est une réussite, stable et elle a un plan clair. Nous avons choisi d'investir en elle. Mais toi, il s'est arrêté, me regardant par-dessus le bord fin de ses lunettes, tu es toujours la même rêveuse qui échoue toujours. C'est trop risqué de te faire confiance. J'ai laissé échapper un rire creux, à peine un son. Une partie de moi voulait argumenter, demander s'ils avaient déjà regardé ce que j'avais construit, les maisons que j'avais conçues, les plans qui faisaient faire la queue aux clients. Mais je savais que rien ne changerait. Chaque argument serait transformé en défiance. Chaque tentative de faire mes preuves ne ferait que me rendre têtu et difficile. L'air autour de la table s'est figé. Jessica s'est versé plus de vin et m'a jeté un coup d'œil avec un demi-sourire. Allons, ne rends pas ça gênant. Tout le monde n'est pas aussi capable que toi. Tu sais comment prendre soin de toi. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de fixer le verre de vin devant moi, voyant mon reflet déformé onduler à la surface rouge. Dans mon esprit, des souvenirs s'entremêlaient, des nuits à travailler après minuit, des croquis dessinés à la main tachés de café, des réunions où mes conceptions spatiales étaient louées, les années où j'ai payé pour mes études supérieures toute seule, sans emprunter un seul centime. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance ici. Dans cette maison, ma valeur équivalait toujours à un solde négatif. Mon père a continué à manger. Ma mère a continué à parler du mariage à venir de Jessica. J'entendais le cliquetis des cuillères, leur rire discret,
et j'avais l'impression d'être assise avec des étrangers. Je croyais autrefois que si je réussissais suffisamment, ils finiraient par être fiers de moi. Mais ils n'ont jamais eu besoin d'une raison pour m'aimer. Ils avaient seulement besoin d'une raison pour choisir quelqu'un d'autre. Quand le dîner s'est terminé, ma mère a remis à Jessica une enveloppe blanche, un chèque de 150 000 $. Jessica rayonnait, les remerciant avant de se tourner vers moi d'une voix douce. « Tu trouveras une autre opportunité. Ne sois pas fâché. » J'ai souri faiblement et j'ai dit « Non, Jess. Mes opportunités ne viennent de personne d'autre. » Alors que je rentrais chez moi, les lampadaires se reflétaient sur le pare-brise, clignotant au rythme de mon cœur. Je n'ai pas pleuré. La colère était là depuis trop longtemps pour se transformer en larmes. Ce que je ressentais, c'était plutôt un vide, comme si quelqu'un avait effacé toute mon histoire de la mémoire de ceux qui étaient censés se souvenir de moi. Quand le feu est passé au rouge, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson de Fleetwood Mac passait, la voix de Stevie Nicks s'étirant dans la nuit de manière si tristement envoûtante que ma poitrine s'est serrée. J'ai pensé au passé. Mon enfance était mesurée par le son des cigales en été et les après-midi interminables que je passais sur le porche à empiler des blocs Lego pour en faire des gratte-ciel imaginaires. Quand j'avais 6 ans, ma mère a donné naissance à Jessica. Pendant les 3 premières années de ma vie, j'ai été le centre de ce petit univers jusqu'à ce qu'elle arrive, apportant avec elle une lumière que je n'aurai plus jamais. Les adultes appelaient Jessica le bébé miracle. Ma mère disait souvent aux gens qu'elle avait fait 2 fausses couches avant la naissance de Jessica. Et quand elle est finalement venue au monde, c'était comme si toute la maison renaissait, de nouveaux rideaux, des murs fraîchement peints, un nouveau berceau et une nouvelle forme d'amour. Et moi? J'ai lentement appris à m'écarter. Je me souviens encore du matin où ma mère a ramené Jessica de l'hôpital. Je me suis tenu près du berceau, excité de voir le minuscule bébé enveloppé dans une couverture rose. J'ai tendu la main pour toucher doucement son petit doigt en souriant, mais ma mère a immédiatement repoussé ma main. « Attention, Zelda. Ne lui fais pas mal », a-t-elle claqué, plus sèchement que nécessaire. J'ai retiré ma main, les joues brûlantes. À partir de ce moment, j'ai compris que dans cette maison, il y avait un être que tout le monde devait protéger, et mon rôle était d'apprendre à ne pas casser ce qui était précieux. Au fil des années, Jessica a grandi comme une fleur soignée quotidiennement, des cheveux dorés, des joues rondes et roses, un sourire éclatant et facile. Tout le monde disait qu'elle ressemblait à maman, tandis que je ressemblais à papa, cheveux bruns, peau plus foncée, yeux enfoncés et une bouche qui semblait toujours trop sérieuse. Maman aimait plaisanter, Zelda est le cerveau de la famille, mais Jessica est le cœur. Pourtant, je savais d'après la façon dont elle le disait que le cœur signifiait vraiment celle qui est aimée. Je n'ai jamais été doué pour m'intégrer, mais j'aimais les livres et j'aimais démonter les choses pour voir comment elles fonctionnaient. Alors que les autres enfants jouaient avec des poupées, je passais des heures à tripoter la vieille boîte à outils de mon père, apprenant à fixer des vis et à souder des fils. À l'école, je me suis fait remarquer non pas à cause de mon apparence, mais à cause de ma curiosité et de mon don pour les mathématiques. Quand j'avais 12 ans, je me suis inscrite à l'exposition scientifique de l'État avec un pont suspendu miniature construit en fil de fer et en paille qui pouvait supporter le poids d'un livre. Je ne m'attendais pas à gagner, mais j'ai gagné. Alors qu'il plaçait la médaille autour de mon cou, j'ai parcouru le public du regard à la recherche des visages de mes parents. Ils n'étaient pas là. Ce week-end-là, Jessica participait à un concours de beauté pour enfants au niveau de la ville. Ce soir-là, j'ai ramené la médaille à la maison, excité de la montrer à mon père. Il y a jeté un coup d'œil, puis a allumé la télévision. « Une fille si étrange », a-t-il dit sèchement. « Quel genre de fille joue avec des machines ?» Je me souviens encore du son de sa voix, stable et froide, comme du métal frappant le métal. Ma mère était assise à côté de lui, ne disant rien, se contentant de caresser les cheveux de Jessica alors qu'elle était assise sur ses genoux. Jessica a levé les yeux et a souri, exhibant son trophée Little Miss Sunshine. La lueur de la télévision a fait scintiller son trophée, tandis que mon métal ressemblait à un morceau de laiton terne. Dans les années qui ont suivi, la distance n'a fait que s'élargir. Ma mère emmenait Jessica à des essayages de robes, des cours de danse et des cours de chant, tandis que j'apprenais seul la programmation de base et la conception technique à partir de vieux CD. Chaque conversation au dîner tournait autour de l'emploi du temps de Jessica, des séances de photos, de la formation vocale, des représentations à l'église. Si je parlais de ma propre journée à l'école, il se contentait de murmurer un peu ou distrait. Je croyais autrefois que si j'essayais juste un peu plus fort,
il finirait par me voir. Mais chaque effort ne faisait que me faire disparaître davantage. Je croyais autrefois que l'amour d'un parent était comme la gravité, naturel, inconditionnel et constant. Mais je me trompais. Dans cette maison, l'amour était distribué comme un investissement. Celui qui promettait le rendement émotionnel le plus élevé recevait le plus. Je n'apportais pas de fierté, j'apportais des inconvénients. Lentement, j'ai appris à me rétrécir, à cacher mes passions, même à cacher les fois où j'obtenais des A pour ne pas être accusé de me montrer. Après avoir obtenu mon diplôme de l'Université du Texas, j'ai quitté Colorado Springs sans me retourner. Denver m'a accueilli avec son air sec et vif et ses montagnes enneigées au loin, un rappel silencieux que je repartais de zéro. J'ai loué un petit appartement à Capitol Hill, si peu meublé que chaque pas résonnait. J'ai travaillé comme ingénieur en structure pour une entreprise de construction de taille moyenne, un travail qui exigeait plus que ce à quoi je m'attendais, mais c'était la première chose qui me donnait l'impression d'appartenir à un endroit. Lors de mon premier jour sur le chantier, je me suis tenu au milieu d'imposantes charpentes d'acier, écoutant le crépitement aigu des torches et de soudure, le parfum de la poussière de ciment se mêlant à l'air froid, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Personne ne m'a traité de bizarre. Personne ne m'a dit d'arrêter de faire le travail des hommes. Il n'y avait que moi, le travail et les choses que je pouvais construire de mes propres mains. Les 3 premières années à Denver ont été un tourbillon de travail et d'apprentissage. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai commencé à m'élever. J'ai géré de petits projets, puis je suis devenu superviseur technique pour un nouveau complexe de bureaux au centre-ville. Je travaillais 12 heures par jour et passais les week-ends à étudier des manuels de conception et de nouveaux logiciels. Chaque fois que je passais devant l'un des bâtiments que j'avais aidé à concevoir, je levais la tête et regardais la lumière se refléter sur sa structure de verre, sentant une fierté discrète scintiller à l'intérieur de moi. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. Au moins, j'avais maintenant échappé à l'ombre de ma famille. Mais peu importe jusqu'où j'allais, le fil invisible qui me liait à eux ne s'est jamais vraiment rompu. Chaque fois que j'appelais à la maison, ma mère me rappelait, Jessica a une augmentation de salaire dans son entreprise de médias, ou Jessica sort avec le fils d'un homme d'affaires. Sa famille possède une chaîne d'hôtels à Dallas. Je me contentais de dire, je suis contente pour elle, et je me taisais. Parfois, mon père prenait le téléphone, son ton froid et précis. As-tu déjà économisé quelque chose? Ou gaspilles-tu encore de l'argent dans des choses inutiles? Je serrais les lèvres, forçais un léger sourire et répondais, je vais bien, papa. Il grognait un bref HMPH et terminait l'appel avec sa phrase habituelle, essaie d'être plus réaliste, Zelda. Chaque fois, cela me ramenait à mon enfance, où chaque réussite de la mienne était accompagnée d'un mais. Jessica, en revanche, semblait née pour être louée. Elle travaillait dans le marketing pour une marque de cosmétiques, rien d'extraordinaire, mais mes parents parlaient d'elle comme si elle était la directrice de la création de l'ensemble du secteur. Quand Jessica s'est fiancée, ma mère a appelé, sa voix débordant d'excitation comme je ne l'avais pas entendue depuis des années. Tu ne vas pas le croire. Ben est le fils unique de la famille Henderson Hotel. Ce mariage sera l'événement de l'année. Je l'ai félicité, bien que mon cœur se soit serré. Depuis que j'ai quitté la maison, je m'étais entraîné à réguler mes émotions autour d'eux, pas trop heureuse, pas trop déçue. Tout devait rester neutre, comme si mon cœur avait appris à vivre sous basse pression. Ce Noël-là, je suis retourné à Colorado Springs après 3 ans d'absence. Dehors, la neige recouvrait les rues et la lueur des lumières des fêtes scintillait sur tous les toits. Mais à l'intérieur de la cuisine de ma famille, la chaleur s'arrêtait à la porte. Ma mère s'affairait à dresser la table. Mon père jouait de la musique classique, et Jessica exhibait sa bague de fiançailles, les diamants scintillant sous le lustre. J'étais assise au coin de la table, tenant un verre de vin, écoutant leurs discussions sur les lieux de mariage, les menus et les listes d'invités, tout tournant autour de Jessica. Ma mère a dit fièrement, notre plus jeune fille a si bien réussi. Nous ne pourrions pas être plus fiers. J'ai souri poliment, même si une douleur discrète palpitait dans ma poitrine. Le dîner s'est déroulé dans une brume de rire. Après avoir fini de manger, Jessica m'a emmené dehors sur l'allée pour me montrer sa nouvelle voiture blanche, étincelante sous les lumières du Porsche. Mes beaux-parents me l'ont offerte, a-t-elle dit fièrement. Regarde, des sièges en cuir italien, le chauffage automatique, des choses que tu aimerais probablement, n'est-ce pas? J'ai passé ma main sur la surface froide de la peinture et j'ai souri. C'est magnifique. Elle a souri, ses yeux pétillants.
Tu devrais trouver quelqu'un de stable, tu sais. Vivre seul pour toujours doit être si solitaire. Je n'ai pas répondu. J'étais trop habitué à la façon dont ils utilisaient le mot stable comme mesure de la valeur. Quand nous sommes rentrés à l'intérieur, mon père se versait un autre verre de vin. Il m'a regardé un instant avant de demander, juste assez fort pour que tout le monde l'entende, « Zelda, quand vas-tu être aussi installée que ta sœur ?» L'air est devenu immobile. Ma mère a acquiescé. Il a raison, ma chère. Tu n'es plus si jeune. Jessica a fait un sourire maladroit. Allons, ne lui mets pas la pression. Mais même ce doux commentaire a été comme une lame dans la poitrine. J'avais envie de dire que j'avais un bon emploi, que je payais mon propre logement, que j'avais construit une carrière entièrement par moi-même. Mais je savais que toute tentative d'explication ne ferait que ressembler à des excuses pour un échec à leurs yeux. J'ai posé mon verre, j'ai rencontré le regard de mon père et j'ai dit calmement, « Papa, peut-être que je n'ai pas besoin d'être stable comme elle. J'ai juste besoin d'être moi-même. » Il a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Le tic-tac de l'horloge murale a rempli le silence, chaque battement froid et délibéré. Retour au présent. Quand j'ai finalement atteint mon appartement à Denver, l'horloge venait de passer 2 heures du matin. J'ai coupé le contact et je suis resté assise là dans l'obscurité pendant un certain temps, écoutant la voiture se calmer dans le silence. L'appartement m'a accueilli avec son vide familier. J'ai enlevé mon manteau, j'ai posé mon sac et j'ai regardé autour de moi les murs blancs, la bibliothèque, les plans inachevés sur mon bureau et la petite plante près de la fenêtre, flétrie par la négligence. Tout était propre, ordonné et solitaire. Je me suis versé un verre de vin rouge, je me suis assise sur le canapé et j'ai déverrouillé mon téléphone. L'écran s'est illuminé avec des dizaines de messages non lus dans le groupe de discussion de la famille Bennett. Le dernier en date était une photo de Jessica exhibant sa bague de mariage. Ma mère avait réagi avec un emoji cœur, et mon père avait commenté, « Si fier de notre plus jeune fille. » J'ai regardé cette phrase pendant longtemps, comme si je regardais une blessure qui avait été suturée mais qui saignait encore en dessous. Puis j'ai ouvert une discussion privée et j'ai commencé à taper, mes doigts tremblant légèrement. À partir de maintenant, je n'essaierai plus de prouver quoi que ce soit. Merci de m'avoir appris à me tenir debout par moi-même, même de la manière la plus cruelle possible. Je l'ai relu une fois, puis j'ai appuyé sur envoyer. Quand le message a affiché 2 coches bleues, j'ai eu l'impression qu'une lourde pierre tombait de ma poitrine. Sans attendre de réponse, j'ai bloqué leurs 2 numéros et j'ai supprimé le groupe de discussion familiale. Chaque photo, chaque vieux message, des vœux d'anniversaire aux petites plaintes, je les ai tous effacés. Chaque fois que j'appuyais sur supprimer, mon cœur me faisait un peu mal, mais en même temps, je me sentais plus légère. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise sur le sol, le dos contre le mur, écoutant le vent siffler à travers la fenêtre. Le premier sentiment a été la peur, plus de contacts, plus de famille, plus personne pour envoyer des messages de vœux. Une partie de moi était encore cet enfant de 8 ans serrant un robot jouet après que mon père ait arraché son cordon, désespéré d'être pardonné. Mais au matin, alors qu'une douce lumière du soleil s'infiltrait à travers les rideaux, je n'ai ressenti que la paix. La pièce avait l'air la même, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus besoin de mesurer ma valeur à travers le regard de qui que ce soit. J'avais choisi le silence non pas pour les punir, mais pour me sauver. Les premières semaines n'ont pas été faciles. Certains matins, je me réveillais avec un lourd sentiment de culpabilité, comme si j'avais commis un grand crime contre ma famille. En passant devant des cafés, en voyant des familles rassemblées autour de tables, riant et parlant, ma poitrine se serrait. Je me demandais si j'avais été trop cruel. Mes parents étaient-ils assis dans cette cuisine à Colorado Springs, parlant de moi sur un ton triste? Mais ensuite, je me suis souvenu de chaque mot qu'ils avaient dit, de chaque regard de dédain, de chaque repas où j'avais été exclu de la conversation, et j'ai su que ce n'était pas moi qui les avais abandonnés. Ils m'avaient quitté il y a longtemps. J'avais seulement trouvé le courage d'arrêter d'y retourner. Un soir, je suis sorti sur mon balcon. Le vent était vif et une fine couche de neige s'accrochait à la rambarde. J'ai inhalé profondément et j'ai incliné la tête vers le ciel nocturne. L'hiver à Denver a une sorte de lumière étrange, froide mais cristalline. La ville était silencieuse comme si elle dormait, seules quelques étoiles pâles scintillant au-dessus de nos têtes. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti seul dans le silence. Je me suis senti en paix.
quand vous avez vécu toute votre vie sous la critique, le silence au début ressemble à un vide. Mais progressivement, j'ai réalisé que le silence n'était plus une punition. Il était devenu une limite entre moi et l'ancienne douleur, une frontière mince et fragile, mais suffisante pour me permettre de respirer. Je n'avais pas besoin d'eux pour exister. Je n'avais besoin ni de leurs éloges, ni de leurs excuses. J'avais seulement besoin de savoir que pour la première fois en 32 ans, j'étais autorisé à vivre sans prouver ma valeur à qui que ce soit. Cette nuit-là, j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai soufflé la bougie. J'ai regardé autour de moi la pièce, la douce lumière jaune se reflétant sur les murs, calme, simple et entièrement à moi. Je me suis chuchoté à moi-même, c'est assez maintenant, Zelda. À partir de ce moment, tu n'as plus à essayer. Après avoir coupé les ponts avec ma famille, j'ai mis toute mon énergie dans le travail, comme si je pouvais combler le vide intérieur en restant occupé. Au début de l'année 2020, Denver était glacial, le ciel d'un gris lourd qui semblait emprisonner chaque rayon de lumière. J'ai travaillé presque sans relâche, j'ai accepté des projets supplémentaires, je suis parti tôt, je suis rentré tard, j'ai fait des croquis jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Je me suis dit que si je restais assez occupé, la douleur n'aurait pas le temps de s'exprimer. L'entreprise pour laquelle je travaillais, une firme spécialisée dans les structures civiles, avait des contrats avec plusieurs nouveaux projets de logement dans toute la région. J'ai été promue directrice technique avec un salaire stable et le respect de mes collègues. Aux yeux du monde extérieur, j'étais l'image d'une femme forte et indépendante. Mais la nuit, dans mon appartement calme, quand les lumières étaient éteintes, je pouvais encore entendre la voix de mon père résonner dans ma tête, c'est trop risqué de te faire confiance. Puis, un matin de mars, le directeur a convoqué tout le monde dans la salle de conférence. J'étais assise au milieu de la rangée, une tasse de café encore chaude à la main, mais mon cœur s'est glacé dès qu'il a prononcé les premiers mots. Je suis désolé, mais la situation économique nous oblige à réduire nos effectifs. La salle est devenue silencieuse. J'avais entendu les nouvelles concernant la récession, l'effondrement de l'entreprise après la pandémie, mais je croyais toujours que j'étais en sécurité. J'avais travaillé dur, obtenu des résultats, jamais reçu une seule plainte. Mais quand le directeur a lu la liste, mon nom était juste là au milieu, clair et non négociable. Je suis sorti du bâtiment juste au moment où la neige commençait à tomber. La lettre de licenciement était froissée dans ma main. Le sentiment d'échec s'est répandu en moi comme de l'eau glacée, s'infiltrant dans ma peau. Tout ce que j'avais travaillé si dur à prouver, que je n'étais pas l'échec de la famille, avait été balayé par une seule réunion. Je n'avais ni parents, ni emploi, ni encre, seulement moi-même. Les jours qui ont suivi se sont déroulés comme un vieux film délavé. J'ai envoyé des CV partout, mais la plupart des entreprises avaient gelé les embauches. L'appartement est devenu si silencieux que j'entendais le faible bourdonnement du réfrigérateur. Chaque matin, je me réveillais encore tôt, préparais du café, ouvrais mon ordinateur portable, mais il ne restait plus aucun projet sur lequel travailler. Alors, j'ai commencé à dessiner sans but de minuscules plans de maisons écologiques, quelque chose dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. Je dessinais pour moi, pas pour de l'argent, peut-être juste pour empêcher mon esprit de se désagréger. Puis, un après-midi, alors que j'étais assise dans un petit café près de mon appartement, un endroit chaleureux appelé Harlan S. Corner, le propriétaire, un homme dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des mains tachées de peinture, s'est approché de ma table. « Vous êtes Zelda Bennett, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous êtes ingénieur en structure. » J'ai levé les yeux, surprise. « Je l'étais, ai-je dit. » Il sourit gentiment. « Habitué? Eh bien, je pourrais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider à refaire cet endroit. » Il est devenu un peu fatigué. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais si vous pouvez le faire pour environ $1000, j'aimerais vous embaucher. » Je regardais autour de moi. Le café était petit, peut-être 40 mètres carrés avec des murs en briques apparentes, des meubles ébréchés et un éclairage jaune terne. Ce n'était pas exactement un projet de rêve, mais pour une raison quelconque, mon cœur s'est agité. « D'accord, dis-je, je le ferai. » Dans les jours qui suivirent, je suis venu au café presque tous les matins. J'ai remesuré l'espace, esquissé chaque coin et choisi des matériaux bon marché mais durables. Je n'avais pas d'équipe, juste une boîte à outils et mon vieil ordinateur portable. Harlan était toujours assis derrière le comptoir à me regarder travailler avec un regard doux, me préparant de temps en temps un cappuccino chaud. « Vous travaillez dur, dit-il une fois. »
J'aime cette sensation, répondis-je, la sensation de créer quelque chose que l'on peut réellement toucher. J'ai décidé de conserver la structure originale du café, mais j'ai changé l'éclairage et l'aménagement. J'ai utilisé du bois de récupération pour le comptoir, accroché quelques suspensions en verre et repeint les murs en gris cendré, en ajoutant quelques petites peintures d'artistes locaux. Le coût total s'est élevé à un peu plus de 800 $. Une fois terminé, je me suis reculé et j'ai regardé autour de moi. C'était toujours le même café, mais maintenant il respirait. Arlon se tenait au milieu de la pièce, les yeux brillants. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi beau, dit-il. Merci. Une semaine plus tard, Arlon m'a appelé, la voix pleine d'enthousiasme. Zelda, avez-vous vu cet article? Un magazine local vient de parler de mon café. Il l'appelle un miracle dans un petit espace. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu une photo de moi debout à l'intérieur du café, le mur de briques vives derrière moi, et la légende, une ingénieure locale a transformé un coin café oublié en un chef-d'œuvre de lumière et de chaleur. Je l'ai relu plusieurs fois, non pas à cause de la reconnaissance, mais parce que pour la première fois, quelqu'un voyait ma valeur, pas à travers le nom Bennett, pas à travers l'ombre de mes parents, mais à travers mes propres mains. Après que le projet de rénovation du café de Monsieur Arlon soit devenu viral dans la communauté locale, ma boîte de réception a commencé à se remplir chaque jour. Il y avait des offres de collaboration, de petites demandes de conception, et même quelques messages de remerciement d'étrangers qui disaient que mon histoire les avait inspirés. Je n'aurais jamais imaginé qu'un projet d'une valeur de seulement 1000 $ puisse m'ouvrir une porte entièrement nouvelle. Progressivement, j'ai commencé à accepter plus de travaux de rénovation, principalement de petites maisons autour de Denver dont les propriétaires voulaient optimiser leur espace de vie. L'un de ces projets, une vieille maison en briques à la périphérie de Golden, allait changer ma vie complètement. La maison appartenait à un vétéran retraité qui emménageait avec sa jeune fille. Quand je suis arrivé pour l'inspection initiale, la personne qui a ouvert la porte n'était pas le propriétaire, mais l'homme engagé pour évaluer les fondations et la structure, Ethan Walker. Il avait environ 35 ans, grand avec des cheveux bruns foncés soigneusement coupés et des yeux gris calmes qui dégageaient à la fois force et chaleur. Ses mains étaient couvertes de poussière de ciment, ses manches retroussées, révélant de légères cicatrices le long de ses avant-bras. « Vous êtes Bennett, l'ingénieur architectural, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix basse et posée. J'ai acquiescé. « Et vous êtes celui qui s'assure que cette maison ne s'effondre pas pendant la construction ?» Il gloussa doucement mais sincèrement. « C'est exact. Et je suppose que vous serez celle qui la rendra belle à nouveau. » Dans les jours qui suivirent, nous avons travaillé côte à côte. Je m'occupais de la conception, et Ethan gérait la structure et les renforts. Il ne ressemblait à aucun ingénieur que j'avais rencontré auparavant, ni arrogant ni désireux de faire ses preuves. Il travaillait lentement avec une méticulosité qui confinait à la méditation. Chaque matin, il arrivait sur le chantier avant tout le monde, préparait du café pour l'équipe et inspectait chaque barre d'acier, chaque joint. Je me surprenais à le regarder tranquillement, émerveillé par sa patience et sa calme précision. Et d'une manière ou d'une autre, je pouvais sentir qu'il me portait le même genre d'attention. Un après-midi, alors que j'étais assise sur le sol en béton à esquisser des plans au milieu du chantier, Ethan m'a tendu une bouteille d'eau. « Vous vous concentrez toujours tellement que vous oubliez que le monde existe, dit-il. » J'ai souri. « Si je ne le fais pas, la conception risque de s'effondrer avant même d'être construite. » Il me regarda pendant un long moment, puis dit doucement, « Non, je veux dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui regarde une maison comme s'il pouvait voir son âme. » Je sentis un rougissement monter à mes joues et fis semblant de ne pas entendre. Mais cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, ces mots résonnaient dans ma tête, chauds comme la lueur d'une lampe d'hiver qui se répand à travers une fenêtre. Plus nous travaillions ensemble, plus je réalisais qu'Ethan comprenait la valeur du silence. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, chaque mot venait d'un lieu d'attention. Quand les ouvriers faisaient des erreurs, il ne criait jamais. Il se contentait de les corriger, parfois en le démontrant lui-même. Il avait autrefois été un marine stationné au Moyen-Orient et avait vu trop de choses s'effondrer pour savoir que parfois la seule façon de reconstruire est de rester calme. Je lui ai demandé une fois pourquoi il avait quitté l'armée. Il a répondu, « Parce que je voulais construire des choses au lieu de les détruire. » C'était une réponse simple, mais elle m'a frappé de plein fouet parce que je me suis vu dedans. Un vendredi soir, après avoir soumis notre rapport de projet final, Ethan m'a invité à dîner. Nous avons choisi un petit restaurant près de Sloan Lake. Le début du printemps à Denver portait encore un froid mordant,
mais à l'intérieur, l'éclairage était chaleureux, et l'odeur du pain grillé remplissait la pièce. Au début, notre conversation tournait autour du travail, les matériaux, les structures, les erreurs stupides que les constructeurs faisaient souvent, mais progressivement, elle est devenue plus personnelle. Il m'a parlé de son temps dans les casernes, des longues nuits dans le désert où les seuls sons étaient le vent et une vieille radio. Je lui ai parlé de mon petit studio, de ce premier projet de café, et du sentiment de voir mon nom imprimé pour la première fois. On dirait que vous recommencez à vous retrouver, dit-il. Je suis restée silencieuse, faisant tourbillonner le vin dans mon verre. Peut-être, répondis-je doucement, mais parfois, j'ai encore l'impression de m'enfuir. Il inclina la tête, son regard s'adoucissant. Fuir qui? J'ai failli dire de moi-même, mais mes lèvres se sont serrées. J'ai détourné le regard et j'ai changé de conversation. Il ne m'a pas forcé, il a seulement souri comme s'il comprenait qu'il y a des blessures qui n'ont pas besoin d'être ouvertes de force. Mais ce silence n'a pas duré éternellement. Quelques semaines plus tard, lorsque le projet s'est terminé, Ethan est venu me remettre les documents techniques finaux. Il pleuvait ce jour-là, et je l'ai invité à rester prendre le thé. Nous nous sommes assis près de la fenêtre, le bruit de la pluie tombant à l'extérieur. Après quelques minutes de silence, il dit, « Je remarque que vous évitez toujours de parler de votre famille. Chaque fois que quelqu'un les mentionne, vos yeux changent. » Je me suis figé pendant un instant, puis j'ai laissé échapper un lent soupir. Parce qu'ils ne font plus partie de ma vie. Il n'a pas réagi, s'est contenté d'acquiescer, attendant. Alors, je lui ai raconté lentement, morceau par morceau, une enfance passée en marge, le dîner où mon père m'a traité d'échec, le dernier message que j'ai envoyé au milieu d'une nuit enneigée. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop loin au-delà de cette douleur pour les larmes. Quand j'ai fini, la pièce était complètement immobile. Ethan ne parla pas pendant plusieurs secondes. Puis il posa sa main sur la table près de la mienne, sans la toucher, mais assez près pour que je puisse sentir la chaleur. Vous n'avez pas besoin de leur approbation, dit-il doucement. Vous avez déjà fait vos preuves avec la vie que vous avez construite. Les mots étaient simples, mais j'ai eu l'impression que quelqu'un desserrait une corde qui était attachée autour de ma poitrine depuis des années. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant plus légère pour la première fois. Il ne m'a pas apitoyé, n'a pas essayé de me donner des conseils. Il a simplement reconnu ma valeur comme quelque chose d'évident. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à travailler ensemble plus souvent. Ethan a commencé à participer à plusieurs des plus petits projets de mon studio. Il avait une vision pratique, et j'avais un instinct créatif, deux forces apparemment opposées qui s'accordaient parfaitement. Un soir, alors que nous discutions de la demande d'un client pour une maison compacte écologique, Ethan dit soudainement, « Avez-vous déjà pensé à créer un modèle de vie durable ? Une maison qui peut générer sa propre énergie, économiser des matériaux, mais qui reste chaleureuse et belle ?» Je l'ai regardé, mes yeux s'illuminant. « Vous lisez dans mes pensées. Je voulais faire ça depuis l'université, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. » Il sourit. « Alors peut-être que c'est le moment. Comment devrions-nous l'appeler ? » Je me suis arrêté un instant avant de répondre. « Le projet écologie. » Il acquiesça. « Parfait. Vous vous occupez de la conception. Je m'occuperai de l'ingénierie et de la construction. Ensemble, nous prouverons que petit ne veut pas dire moins. » Nous nous sommes serrés la main, et à cet instant, j'ai réalisé que cette rencontre entre nous n'était pas seulement une question de travail. Ethan n'était pas entré dans ma vie pour me sauver. Il était simplement apparu au moment exact où j'étais prête à me reconstruire. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus seul. Cet été-là, après des mois de projets non-stop dans toute la ville, Ethan a suggéré que nous prenions quelques jours de congé pour nous ressourcer. Je me souviens clairement de cet après-midi, il a frappé à la porte du studio, tenant 2 tasses de café et une carte pliée. « Avez-vous déjà été sur la côte de l'Oregon » demanda-t-il, son ton décontracté, mais portant une pointe de quelque chose de plus profond. J'ai secoué la tête. Il sourit. « Alors nous y allons ce week-end. Juste quelques jours. Pas de travail, pas de courriel, pas de pression. » Je n'étais pas du genre à me détacher facilement du travail, mais la façon dont il l'a dit, ferme mais douce, m'a fait acquiescer sans hésitation. 3 jours plus tard, nous avons quitté Denver dans le vieux pick-up d'Ethan, juste au moment où l'aube se levait. Je me suis assise sur le siège passager, tenant une tasse de café, regardant les montagnes rocheuses rétrécir dans le rétroviseur. Plus nous allions loin,
plus l'air changeait, le froid sec des montagnes laissait place à l'odeur humide des forêts de pins, et bientôt la faible odeur de sel a commencé à dériver par la fenêtre ouverte. Lorsque le camion a contourné la dernière courbe et que la côte de l'Oregon s'est déployée devant nous, mon cœur s'est serré. C'était à couper le souffle, vaste et sans fin. L'océan s'étendait d'un bleu profond sous le ciel drapé de brume, les falaises recouvertes de mousse et de brouillard. La brise marine apportait une netteté salée, jetant mes cheveux, et pendant un instant, je me suis senti si petite que je pouvais me dissoudre dans le monde lui-même. Nous nous sommes arrêtés dans une petite ville côtière appelée Manzanita. Des maisons en bois se tenaient rapprochées avec des toits inclinés, de fins filets de fumée s'échappant de leurs cheminées. Ethan a loué une cabane usée nichée près de la forêt, où le bruit des vagues déferlantes se mêlait au murmure du vent à travers les arbres. Lors de notre premier matin là-bas, je me suis réveillé plus tôt que lui, j'ai préparé du café et je me suis assise sur le porche. La première lumière du jour filtrait à travers la brume, dispersant de l'argent sur la surface de la mer. J'ai senti un calme inhabituel s'installer en moi, une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Ce n'était pas le silence de la solitude. C'était le calme de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place. Cet après-midi-là, alors que nous roulions sur une route étroite longeant la forêt, Ethan a soudainement ralenti. « Regarde, dit-il. » J'ai levé les yeux et j'ai vu un panneau en bois usé légèrement incliné au bord de la route. La peinture blanche s'estompait, mais les mots étaient encore visibles, à vendre, 2 hectares. En dessous, un numéro de téléphone manuscrit et un prix, 85 000 $. Derrière le panneau, un chemin de terre disparaissait dans une forêt verte luxuriante. Et de quelque part au-delà des arbres venait le fracas étouffé des vagues contre les rochers. « Allons voir ça, dit Ethan, à moitié plaisantant, à moitié sérieux. J'ai ri. « Tu penses à acheter une forêt maintenant ?» Il sourit. « Non, dit-il, je pensais juste que nous devrions voir à quoi ressemble le destin. » La route menant à la propriété était accidentée, envahie par de l'herbe haute jusqu'aux genoux. Mais au moment où je suis sorti du camion, je me suis figé. Devant moi s'étendait une clairière ouverte, en pente douce vers l'océan, encerclée par de gigantesques sapins de Douglas. La lumière du soleil filtrait à travers les branches, dispersant des taches dorées sur le sol. Au loin, au-delà de la ligne d'arbres, je pouvais voir un mince ruisseau couler vers la mer. La vue était si époustouflante qu'elle semblait irréelle. Je suis resté immobile alors que le vent balayait mes cheveux, le parfum du sel et de la résine de pin se mêlant dans l'air. Sans avertissement, les larmes ont coulé. Je ne savais pas pourquoi je pleurais, peut-être parce qu'après toutes ces années, je ne m'étais jamais senti aussi connecté à quelque chose, pas à une personne, pas à une maison, mais à la terre elle-même, à la nature, le seul endroit où je pouvais vraiment recommencer. Ethan se tenait à côté de moi, silencieux pendant un moment avant de demander doucement, « À quoi penses-tu » J'ai essuyé mes larmes et j'ai souri faiblement. Je pense que c'est là que je suis censé être. Il m'a regardé et a acquiescé. Alors appelons le propriétaire. L'homme qui a répondu s'appelait George. Sa voix était rauque et fatiguée mais chaleureuse. Il a accepté de nous rencontrer plus tard dans l'après-midi. Quand il est arrivé, il est sorti d'un vieux pick-up, un homme mince aux cheveux blancs avec des yeux gentils et alertes. « Vous êtes venu voir la terre ?» demanda-t-il avec un doux sourire. J'ai acquiescé et expliqué notre plan, une petite cabane durable qui pourrait générer sa propre énergie construite à partir de matériaux de récupération. Un prototype pour notre projet écologie, ai-je ajouté, un peu embarrassé de voir à quel point cela sonnait ambitieux. Mais George n'a pas ri. Il s'est tenu tranquillement à scanner la terre, puis s'est retourné vers nous, son expression s'adoucissant. « Vous savez, dit-il, j'ai cette terre depuis plus de 40 ans. J'avais autrefois prévu de construire une petite maison ici pour ma femme, mais elle est décédée avant que je puisse le faire. Depuis, je n'y ai jamais touché. En vous entendant parler de votre projet aujourd'hui, peut-être qu'il va enfin être utilisé de la bonne manière. » Ethan demanda, « Est-ce que vous la vendez toujours pour 85 000 ?» George sourit. « Si j'étais plus jeune, je vous la donnerais gratuitement. Mais dites-moi, je vais la baisser à 75. Appelez ça ma foi dans les jeunes qui osent encore rêver. » Je me suis figé. Je n'avais que 60 000 $ sur mon compte d'épargne, l'argent que j'avais passé des années à mettre de côté. Ethan m'a jeté un coup d'œil et a compris immédiatement. « Je couvrirai le reste, dit-il doucement. Nous établirons un accord, diviserons l'investissement et la propriété équitablement. Pas de conditions, juste l'égalité. » Je l'ai regardé pendant un long moment, et dans ses yeux,
je n'ai vu aucune pitié, seulement un pur respect. Tu es sûr, demandai-je. Je suis sûr, répondit-il. Parfois, pour construire quelque chose de grand, il faut 2 paires de mains. Nous avons serré la main de Georges ce jour-là même. Il nous a montré le titre de propriété, expliquant qu'il n'y avait pas de maison, seulement un puits sec et quelques vieilles bornes. Lorsque nous avons signé les papiers de dépôt, sa main a tremblé légèrement. Puis il m'a regardé avec un regard sincère. Les gens pensent qu'il faut de l'argent pour commencer quelque chose, dit-il. Mais en réalité, tout ce dont vous avez besoin, c'est de la foi, et je vois ça en vous deux. Je ne trouvais pas les mots, je me suis contenté d'acquiescer doucement. Au moment où nous sommes partis, le soleil se couchait déjà. La lumière dorée se répandait sur la forêt, et le vent bruissait dans les feuilles comme de doux murmures. Assise dans le camion tenant le contrat dans mes mains, j'avais l'impression de tenir quelque chose de sacré. Ethan jeta un coup d'œil et sourit. Bienvenue dans ta nouvelle vie, propriétaire terrien Bennett. J'ai ri à travers mes larmes. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon cahier et j'ai écrit sur la première page, aujourd'hui, parmi les pins et le bruit de la mer, j'ai acheté 2 hectares de terre, pas seulement avec de l'argent, mais avec la foi. Pour la première fois de ma vie, je possède quelque chose que personne ne peut m'enlever, un morceau de terre qui est à moi. Les premiers jours après l'achat de la terre ont été remplis de matins brumeux et de mains collantes de résine de pin. La parcelle de forêt près de la côte de l'Oregon n'avait ni électricité, ni route goudronnée, seulement le vent, le parfum du sel et un air si pur qu'il réduisait chaque pensée au silence. Ethan et moi avons installé une tente temporaire près d'un petit ruisseau, l'utilisant à la fois comme espace de travail et comme lieu de repos. Chaque matin, nous préparions du café avec de l'eau bouillie sur un réchaud à gaz portable et regardions le brouillard se lever lentement alors que la lumière du soleil filtrait à travers les branches de pin comme des rubans d'or. Au milieu de ce calme, j'ai étalé mes plans sur une vieille table en bois, et Ethan s'est penché à côté de moi, un crayon à la main, m'aidant à redessiner le rêve. La maison dans mon plan s'appelait Cabane toujours verte, un nom qui symbolisait quelque chose d'inébranlable, d'intouchable par le temps. Nous nous sommes mis d'accord sur 3 principes, petit, simple, durable, 600 pieds carrés, assez pour 2 personnes avec une cuisine, un espace de travail, une mezzanine pour dormir et un large porche qui s'ouvrait sur la forêt. Ethan voulait que la cabane respire avec la nature, tandis que je voulais que chaque détail porte la marque des mains humaines, imparfaite mais honnête. Nous avons décidé d'utiliser du pain récupéré d'une grange abandonnée à Astoria. C'était économique et parfaitement aligné avec l'esprit du projet écologie. Le premier mois a été consacré à défricher le terrain, à couper l'herbe, à ramasser les débris et à mettre en place un système de drainage de base. Même les jours de pluie où la boue nous atteignait les chevilles, nous avons continué à travailler. Ethan a plaisanté, c'est la meilleure salle de sport en plein air à $0 de l'Oregon. J'ai ri. Si je perds du poids, j'accuse la cabane. Mais les nuits orageuses, allongé dans la tente, à écouter le vent rugir à travers les arbres, je me sentais à la fois plus petite et plus forte que jamais auparavant. Lorsque les fondations et la structure en bois ont commencé à s'élever, des amis de Denver ont pris l'avion pour venir nous aider. Marcus, le propriétaire du coin d'Arlon, a amené tout le personnel de son café, disant « Je vous dois quelque chose, alors laissez-moi payer avec de la sueur ». Quelques anciens clients de mon studio sont venus aussi, portant des outils, de la nourriture et des encouragements. Chaque personne a contribué une petite pièce. Et en regardant autour du chantier, j'ai réalisé que j'assistais à la formation d'une communauté, non pas par le sang, mais par le choix. Ethan était l'âme de la construction. Il comprenait la structure comme la plupart des gens comprennent la respiration. Chaque fois que l'épuisement me frappait, il disait, une planche à la fois, Zelda. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Il faut juste que ça avance. Je me souviens d'un matin si froid que mes mains se sont fissurées et ont saigné. Pourtant, il portait toujours du bois lourd à côté de moi, racontant de vieilles histoires militaires juste pour me faire rire. Le soir, nous nous asseyions près du feu, buvions de la bière froide et parlions de l'avenir, des personnes qui vivraient un jour dans des maisons durables, de la façon dont nous pourrions étendre ce modèle pour aider des communautés entières. Au 4e mois, lorsque le toit de la cabane était enfin en place, j'ai commencé à concevoir l'intérieur. Sans budget réel, j'ai presque tout fait moi-même, le comptoir de la cuisine à partir de vieilles planches de pin, des lampes faites de bouteilles en verre recyclées, des étagères construites à partir de cadres de fenêtres mis au rebut. Je me souviens de ces matins au marché aux puces de la ville, le café à la main, découvrant des morceaux de matériaux qui semblaient sans valeur mais qui étaient étrangement beaux. J'ai peint,
Poncer et assembler, et chaque fois qu'un détail se mettait en place, le bonheur se répandait en moi comme un courant électrique. Ethan me regardait travailler et riait. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer chaque clou comme tu le fais. J'ai souri. Chaque clou est un acte de défi. Tu ne pourrais pas comprendre. Parfois, la charge de travail m'écrasait. Mon corps me faisait mal. Mes épaules brûlaient. Mes mains étaient à vif et égratignées. Je me souviens d'un soir où je perçais un mur quand l'outil s'est cassé, et j'ai éclaté en larmes. Ethan m'a prise dans ses bras et a murmuré, « Tu n'as rien à prouver à personne. Cette cabane n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être à toi. » Ces mots m'ont réduite au silence. À ce moment-là, j'ai réalisé que peut-être ce que je construisais n'était pas seulement une maison, mais aussi la partie de moi-même que mes parents avaient autrefois reniée. Au 6e mois, la structure de la maison était terminée. Lorsque la première lumière a traversé les carreaux de verre que j'avais installés de mes propres mains, je me suis tenu dans la pièce, sentant encore le bois frais, et les larmes ont coulé. J'ai pensé à moi à 15 ans la nuit où j'ai enterré la lampe robot sous le chêne derrière notre maison, une fille qui croyait autrefois que ses rêves étaient sans valeur. Maintenant, elle se tenait à l'intérieur d'une maison qu'elle avait construite elle-même. Au 10e mois, la cabane toujours verte était terminée. Nous avons gardé son nom fidèle à l'esprit du projet, toujours verte, quelque chose qui ne s'efface jamais, qui se dresse fièrement à travers le temps. La petite cabane se tenait tranquillement dans la forêt avec un toit incliné en métal mat, des murs en bois pâle et de larges fenêtres s'ouvrant vers le ciel sans fin. À l'intérieur, la lumière naturelle remplissait chaque coin. Tout était simple, épuré et chaleureux. Ethan a planté une rangée de jeunes arbres le long du chemin, tandis que j'ai placé une petite lampe sur le rebord de la fenêtre faite d'un bloc de bois et d'une ampoule en verre, une version renaissante de la lampe robot de mon enfance. L'après-midi où nous avons terminé, nous nous sommes assis sur le porche à regarder le soleil se coucher derrière les pins. J'ai pris une seule photo de la cabane baignée de lumière dorée, la forêt derrière elle. Je l'ai postée sur les médias sociaux avec une courte légende, construit ça avec fierté. Pas de hashtag, pas de publicité, pas de prétention. Je voulais seulement marquer le moment pour garder une trace de la guérison. Mais le lendemain matin, le post était devenu viral. Des milliers d'actions, des centaines de messages affluant de partout. Les gens écrivaient que mon histoire leur avait donné foi en de nouveaux départs. Un magazine d'architecture locale a pris contact avec moi, me demandant une entrevue sur les micro-maisons durables. Un blogueur populaire a publié un article intitulé l'Evergreen Cabin, la minuscule maison construite avec une force énorme. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ma boîte de réception de studio a explosé de demandes de renseignements. De jeunes couples à la recherche d'une vie minimaliste, des groupes environnementaux, des petites familles, tout le monde voulait son propre chalet evergreen. Je me souviens d'Ethan m'apportant un journal, le posant sur la table, pointant du doigt le titre « Bennett Design Studio, l'avenir de la vie durable ». J'ai regardé les mots pendant longtemps. Tout en moi s'est figé, non pas par fierté, mais parce que je savais que ce voyage n'avait pas commencé avec 150 000 $ ou l'approbation de qui que ce soit. Il avait commencé avec une blessure, et cette blessure était devenue le fondement d'une nouvelle vie. Ce soir-là, je suis sorti sur le porche. L'air portait le parfum du pin et le fracas lointain des vagues. Je me suis murmuré à moi-même, je n'avais besoin des 150 000 $ de personne. J'ai transformé mes blessures en mes fondations. Et dans ce brillant coucher de soleil doré, je l'ai ressenti clairement pour la première fois depuis des années. J'étais vraiment debout par mes propres moyens. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'achèvement d'Evergreen Cabin. Pourtant, je me souvenais encore de chaque matin là-bas, la douce lumière filtrant à travers les branches de pin, le parfum du bois frais se mêlant au café torréfié et le son du vent glissant à travers les étroits espaces entre les murs de bois comme le souffle régulier de la nature elle-même. Ma vie était devenue magnifiquement simple, presque méditative. Je n'étais plus à Denver. Plus de réunions, plus de délais, plus à courir après la validation à travers les chiffres et les regards sceptiques. Je vivais dans la forêt, mais je n'étais pas seul. Mon studio s'était développé pour devenir une petite marque respectée dans la conception de maisons durables. Je travaillais à distance, gérant une équipe d'architectes et d'ingénieurs en ligne. Chaque semaine, de nouveaux courriels arrivaient de personnes qui voulaient recommencer, tout comme moi, Zelda. À ma grande surprise, Evergreen Cabin était devenu un symbole. Des jeunes venaient visiter, prenaient des photos et publiaient avec le hashtag EvergreenStart. Certaines femmes ont écrit qu'en voyant le chalet, elles croyaient, elles aussi,
pouvoir se relever après avoir été qualifié d'échec. Je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un à admirer. J'étais simplement quelqu'un qui avait choisi de ne pas rester à terre. Mais quand j'ai lu leurs mots, j'ai vu des fragments de moi-même, la fille qui était assise dans le noir, rejetée par sa propre famille, mais qui croyait toujours qu'elle méritait quelque chose de plus. Ethan et moi étions toujours ensemble, vivant et travaillant comme les deux moitiés du même projet. Il voyageait parfois pour des travaux sur place pendant que je restais au chalet, m'occupant du jardin, esquissant de nouveaux designs et enseignant des cours en ligne sur les petites maisons durables. Notre vie n'était pas bruyante, mais elle était pleine de sens. C'était une sorte de paix que je n'avais jamais connue dans les 30 premières années de ma vie. Ce matin-là, le ciel de mai était d'une limpidité cristalline. J'étais agenouillé près du porche, portant des gants, plantant de la lavande le long du chemin. La brise portait une légère trace de celle de la mer lointaine, effleurant ma peau. Je souriais à moi-même, pensant à ce que j'allais cuisiner pour le dîner, lorsque j'ai entendu le crissement soudain de pneus à la porte. Ce son aigu a brisé le calme de la forêt comme du verre brisé. Je me suis levé, j'ai essuyé la terre de mes mains et je suis monté sur le porche. Une BMW argentée s'était arrêtée juste devant le petit panneau en bois où était écrit « Evergreen Cabin, propriété privée ». La portière de la voiture s'est ouverte et la personne qui en est sortie m'a fait figer, Jessica, ma sœur. Je ne l'avais pas vue depuis 2 ans. C'était toujours le même visage, délicat, parfaitement poli, portant une robe blanche immaculée et un sac à main de créateur en bandoulière. Mais quelque chose dans sa posture était complètement différent cette fois, tremblante, incertaine, ses yeux grands ouverts de panique, comme quelqu'un qui s'était égaré dans un monde auquel il n'appartenait pas. Elle est sortie en tenant son téléphone à son oreille, sa voix tremblant. « Papa, tu dois venir ici tout de suite. » Sa voix a fendu l'air, brute de peur, comme un enfant qui appelle à l'aide. Je suis descendu du porche, le cœur battant, mais ma voix calme. « Jessica, que se passe-t-il » Elle s'est arrêtée, m'a regardé, et pendant un instant, ses yeux se sont remplis d'incrédulité. « Toi, balbutia-t-elle. Tu habites ici ? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Papa et maman ont dit que tu étais en faillite, que tu t'étais enfui quelque part dans les montagnes. Ils ont dit que tu avais tout perdu. » Son regard a balayé le chalet, les murs en bois clair, les grandes fenêtres ensoleillées, le jardin que j'avais cultivé moi-même. Je suis resté là, tenant toujours mes gants de jardinage, souriant légèrement. Ce qu'il pense n'a plus d'importance, Jessica. Mais toi, pourquoi trembles-tu ? Elle s'est tue, ses lèvres tremblant. Une rafale de vent a soufflé, jetant quelques mèches de ses cheveux blonds sur son visage. Sa voix s'est adoucie, je ne m'attendais pas à ce que tu vives comme ça. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle a baissé les yeux sur ses talons hauts, maintenant maculés de boue, puis a relevé les yeux, ses yeux brillants de larmes. Tu as tout. Sans l'aide de personne. Et moi. Sa voix s'est brisée. Après le divorce, je vis toujours dans la maison que maman et papa ont achetée. Ils paient toujours pour tout. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose par moi-même, maman dit, ne sois pas imprudente comme ta sœur. Et j'écoute. Je n'ai rien dit. Seul le bruit des vagues se faisait entendre au loin et le lent battement inhabituel de mon propre cœur. Je ne la détestais pas. Ce que je ressentais, c'était une douleur silencieuse pour nous deux filles élevées sous le même toit, mais ayant appris des leçons opposées. On m'avait appris à être forte jusqu'à ce que je me transforme en pierre, et on lui avait appris que la faiblesse était la seule façon d'être aimée. Jessica s'est approchée, passant ses doigts sur le mur du chalet. « Tu as construit tout ça toi-même » demanda-t-elle d'une voix presque un murmure. J'ai hoché la tête. Chaque planche, chaque pierre. Avec l'aide d'amis, des gens qui croyaient en la sœur que nos parents appelaient un échec. Elle a lâché un petit rire, mais il était mince et cassant. Maman et papa ne le croiront pas. Ils disent toujours à tout le monde que tu te débats quelque part, que tu es têtu, que tu n'écoutes pas. J'ai souri légèrement. Ils ont besoin de cette histoire, Jessica. C'est plus facile que d'affronter la vérité qu'ils avaient tort. Elle s'est tue, baissant la tête. La lumière du soleil filtrait à travers les branches et tombait sur ses épaules, la faisant paraître plus fragile que je ne l'avais jamais vue. Après un moment, elle a parlé, sa voix si douce qu'elle se dissolvait presque dans le vent. Je viens de réaliser que tu n'as plus besoin d'eux. Et moi, si.
Ces mots sont tombés comme une petite coupure nette qui est allée en profondeur. Je l'ai regardé. Plus d'arrogance maintenant. Aucune trace de l'enfant choisi. Devant moi se tenait une femme qui avait peur de sa propre vie. J'avais envie de la serrer dans mes bras, mais je savais que si je le faisais, elle s'effondrerait. Au lieu de cela, j'ai posé ma main sur le rebord de la fenêtre et j'ai regardé les arbres. Tu sais, Jessica, ai-je dit doucement, le jour où ils m'ont traité d'échec a été le jour où j'ai commencé à me trouver. Peut-être qu'ils devaient avoir tort pour que nous ayons enfin la chance d'avoir raison. Elle a levé les yeux remplis de larmes. Je suis jalouse de toi, lâcha-t-elle comme si elle avait peur de se rétracter. Tu as la liberté. Tu t'as toi-même. Mais moi, sa voix a hésité, je suis juste la version qu'il voulait. Je ne sais même plus qui je suis. Je me suis approché, ma voix douce. Alors arrête de vivre pour eux. Elle a secoué la tête et a esquissé un sourire triste et tremblant. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai hoché la tête. Je comprenais. J'avais été là avant, sachant exactement quelle montagne je devais gravir, mais trop effrayé pour quitter le sol. Après un moment, elle s'est détournée et a parlé doucement dans son téléphone à nos parents, je suppose, disant que tout allait bien. Quand elle a raccroché, j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Elle a répondu, « Que tu n'as pas besoin d'être sauvé, et peut-être qu'ils devraient commencer à se regarder. » Avant de partir, elle est restée longtemps à la porte, me regardant. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-elle. J'ai souri. Pour la première fois de ma vie, je pense que oui. Elle a hoché la tête, les yeux rouges, puis est montée dans la voiture. La BMW argentée s'est engagée sur le chemin étroit, ses pneus crissant sur le gravier, un son aigu et sec, qui s'est estompé au loin. Je suis resté là, à regarder jusqu'à ce que le bruit du moteur se confonde avec le fracas de la mer. Une douce brise a soufflé, portant le parfum de la lavande que je venais de planter. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. À l'intérieur de moi, il ne restait plus de colère, seulement une étrange paix silencieuse. Une paix que j'avais achetée avec 2 ans de silence et de liberté. Et quelque part au bout du chemin, peut-être que Jessica pleurait. Pas pour moi, mais parce que, pour la première fois, elle réalisait qui avait vraiment été laissé pour compte. Environ 1 heure après le départ de Jessica, alors que le soleil commençait à s'incliner vers la forêt, j'ai entendu le bruit familier de pneus crissant sur le gravier, un son lourd, urgent et plein de tension. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était le SUV noir de mon père. Le véhicule a glissé dans l'allée, freinant si brusquement que la poussière s'est soulevée et s'est déposée en une fine pellicule sur le panneau en bois, Evergreen Cabin, propriété privée. Je me tenais sur le porche, le sécateur toujours à la main, regardant calmement leur sortie. Ma mère a été la première à ouvrir la porte. Son visage était pâle, son rouge à lèvres effacé, ses yeux remplis d'un enchevêtrement d'émotions, colère, confusion et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Mon père a suivi, sa posture aussi rigide que jamais, mais son visage tendu, les veines visibles le long de son cou. Jessica se tenait entre eux, les mains tremblant légèrement, les yeux fixés sur le sol, ne sachant pas de quel côté se tenir. « Où as-tu trouvé l'argent pour faire tout ça ?» dit mon père, sa voix hachée, sautant toute salutation ou prétention de courtoisie. Ces mots ont frappé l'air comme une gifle froide. Il a examiné le chalet, les arbres, le petit jardin et enfin les panneaux solaires sur le toit. Ne me dis pas que tu as construit tout ça avec tes économies. C'est un projet sérieux. Qu'est-ce que tu caches? Je suis resté silencieuse pendant quelques secondes, puis j'ai posé le sécateur sur la table en bois, essuyé mes mains avec un chiffon et me suis approché de lui. Ma voix était basse mais ferme. À partir du jour où vous m'avez tous les deux traité d'échec. Il fronça les sourcils, confus. J'ai croisé son regard et j'ai continué. Chaque fois que vous avez dit que je n'étais pas assez bonne, j'ai fait des heures supplémentaires. Chaque fois que vous m'avez comparé à Jessica, j'ai appris une nouvelle compétence. Chaque fois que vous vous êtes moqué de mes rêves, je suis resté éveillé toute la nuit pour trouver comment les réaliser. Chaque regard de mépris, chaque mot de doute, c'est le capital que j'ai utilisé pour construire cet endroit. Ma mère serra fermement son sac à main, sa voix tremblant. Zelda, nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Nous n'avons jamais voulu te blesser. J'ai laissé échapper un rire court et sec qui a résonné dans l'air immobile. Ce qu'il y a de mieux pour moi, ai-je demandé en me rapprochant. Ou ce qu'il y a de mieux pour votre image?
Vous ne voulez pas un enfant qui ose prendre un chemin différent, qui pourrait échouer, qui est différent. Vous voulez une histoire parfaite à raconter au fait, un enfant à montrer, pas à comprendre. Ma mère s'est figée, des larmes coulant sur ses joues, mais elle n'a fait aucune réfutation. Mon père s'est détourné, faisant les 100 pas autour du chalet comme s'il cherchait une fissure pour prouver que je mentais. Il a examiné les murs, le toit, les cadres de fenêtres. À chaque pas qu'il faisait, ma poitrine s'alourdissait. Je pouvais dire qu'il était déchiré entre croire et ne pas croire, entre l'image de la fille ratée qu'il avait construite dans son esprit et la femme qui se tenait devant lui maintenant, ferme et sans peur. Ethan est sorti de la maison à ce moment-là, calme mais décidé. Il s'est contenté de hocher la tête en guise de salutation et s'est tenu silencieusement à côté de moi. Les yeux de mon père se sont tournés vers lui, un éclair de confusion traversant son visage. Peut-être avait-il entendu la rumeur selon laquelle je vivais seul dans les bois, que personne ne se souciait de moi. Maintenant, l'homme devant lui voyait que je n'étais ni seul ni pitoyable. Le seul laissé pour compte était lui, échoué dans la poussière de vieux préjugés. « As-tu fait tout ça pour te venger ?» demanda mon père, sa voix basse et étranglée. J'ai secoué la tête. « Non, papa. Si je voulais me venger, j'aurais envoyé une facture. Mais je n'ai pas besoin de faire ça. Chaque matin, tu te réveilles dans la maison que tu pensais stable. Et je me réveille dans l'endroit que j'ai construit de mes propres mains. C'est ma victoire. » L'air s'est immobilisé. Seul le bruit lointain de la mer est resté, s'écrasant en vagues régulières comme un battement de cœur. Mon père s'est retourné vers moi, ses yeux n'étaient plus perçants, plus pleins de mépris, mais quelque chose d'autre entièrement, lourd, en conflit, fragile. Il a ouvert la bouche, mais il a fallu plusieurs secondes avant qu'il puisse parler. Nous avions tort. Ces 4 mots sont tombés comme un glas. Ma mère a fondu en larmes, couvrant son visage de ses 2 mains. Mon père est resté immobile, les doigts entrelacés, fixant le sol. Puis, lentement, il a demandé, « Peux-tu nous pardonner ?» Sa voix était petite, fatiguée, comme un homme qui venait de déposer un fardeau qu'il portait depuis des années. Je suis restée silencieuse. Ethan m'a doucement serré la main comme pour me rappeler que je n'avais rien à dire. Mais j'ai quand même levé les yeux, regardant vers la forêt où les derniers rayons du soleil du soir se dispersaient à travers les arbres. Je n'ai pas besoin de pardonner pour être libre, ai-je dit doucement. Je l'ai déjà trouvé. Ils sont restés là, silencieux. Ma mère a reniflé, se détournant pour essuyer ses larmes avec sa manche. Mon père a expiré, ne cachant plus son âge ni sa fatigue. Je n'ai rien dit de plus. Tout avait été dit. Rien n'avait besoin d'être répété. Ils sont partis au crépuscule. J'ai regardé le SUV disparaître sur le chemin de gravier, mon cœur libéré de la haine. Tout ce qui restait était une étrange sensation comme si je venais de fermer un long chapitre de ma vie. Ethan s'est approché de moi, a drapé un manteau sur mes épaules. « Ça va ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête, mes yeux suivant toujours la ligne du chemin forestier. « Ça va. » Pour la première fois de ma vie, vraiment bien. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre du chalet, la lumière dorée se reflétant sur le bois, et j'ai écrit quelques lignes dans mon journal. Le pardon n'est pas pour les laisser dormir paisiblement. C'est pour que je n'ai pas à me réveiller chaque jour avec la vieille douleur. Dehors, le vent a soufflé à travers les pins, portant un doux murmure qui ressemblait à une réponse. Et j'ai su à partir de ce moment-là que tout avait vraiment changé. Pas parce qu'ils ont finalement dit qu'ils avaient tort, mais parce que je n'avais plus besoin de l'entendre pour savoir que j'avais raison. Une semaine après cette rencontre, alors que le soleil du début de l'hiver se couchait à travers la forêt et qu'une fine couche de givre s'accrochait encore aux fenêtres du chalet, j'ai reçu une épaisse enveloppe de couleur crème par la poste. Il n'y avait pas d'adresse de retour, seulement les mots à Zelda, écrits d'une main familière, nette, mesurée, comme composés avec la honte de quelqu'un qui essaie de préserver sa dignité. J'ai su instantanément que c'était de mon père. Je me suis assise pendant un long moment avant de l'ouvrir, mes mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvaient 2 feuilles de papier, une longue lettre et une photo de notre ancienne maison à Colorado Springs, Colorado, avec un panneau à vendre devant. Au bas de la photo se trouvait une courte ligne, « Nous avons vendu la maison. Il est peut-être temps de recommencer. » J'ai déplié la lettre. L'écriture de mon père était plus tremblante maintenant, plus nette et confiante. Il a écrit que lui et ma mère avaient parlé pendant de nombreuses nuits, réalisant que pendant toutes ces années, il m'avait aimé de la pire des manières.
Aimer avec des conditions, aimer à travers des attentes, aimer par comparaison. Il a dit que ma mère avait souvent pleuré, honteuse de ne pas m'avoir protégé de son propre favoritisme. Ils avaient décidé de quitter la maison qui était devenue trop grande, trop silencieuse, où chaque mur portait à la fois l'ombre de Jessica et mon absence. Si tu ne veux plus jamais nous revoir, nous comprendrons, a-t-il écrit. Mais sache cela pour la première fois de nos vies. Nous sommes vraiment fiers de toi. J'ai plié la lettre et l'ai posée sur la table en bois. Pas de larmes, pas de sourire. Une partie de moi avait longtemps désiré entendre ces mots pendant des décennies. Mais quand ils sont finalement arrivés, tout ce que j'ai ressenti, c'était un calme inhabituel. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Je n'ai même pas gardé la photo. Au lieu de cela, je suis sorti où le vent froid a soufflé à travers la forêt et l'air sentait le pin et la terre humide. Dans un coin de la cour, j'ai creusé un petit trou et j'ai placé à l'intérieur un jeune pin que j'avais ramené de la ville. En le recouvrant de terre, j'ai murmuré, pour un nouveau départ. Pour moi-même. Ethan se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, me regardant avec un sourire silencieux et chaleureux. Quand j'ai fini de tapoter le dernier morceau de terre, il s'est approché de moi, tenant une petite boîte en noyer sculptée de délicats motifs faits à la main. J'ai fait ça avec le premier arbre que nous avons coupé pour construire le chalet, dit-il, sa voix basse et ferme. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague, une fine boucle de bois poli enduit d'un doux éclat de cire. Pas de diamant, pas d'or, juste de la chaleur et de la vérité. Zelda Bennett, dit-il, s'agenouillant dans la terre humide, vas-tu continuer à construire avec moi? Pas seulement des chalets, mais le reste de nos vies. J'ai ri à travers mes larmes. Au milieu de la forêt, entouré du parfum du pin et du bourdonnement du vent, j'ai hoché la tête. Oui, mais cette fois, nous dessinons le plan ensemble. Il a souri et m'a serré contre lui. Au-dessus de nous, la lumière du soleil a filtré à travers la cime des arbres, se dispersant en traînées dorées comme de tranquilles bénédictions. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière la forêt, je me suis assise sur les marches du chalet, regardant la lumière du feu scintiller sur la vitre. Ethan était à l'intérieur en train de préparer le dîner, et j'ai ouvert mon carnet, celui que j'avais utilisé pour écrire chaque étape de mon voyage. J'ai écrit, ils ont donné une fois $150 000 à ma sœur. Ils m'ont donné le silence, mais ce silence est devenu le plus grand cadeau car en lui, j'ai trouvé ma voie. Je n'ai pas besoin d'être reconnu. J'ai juste besoin d'être moi-même, et c'est suffisant. Un jour, le vent a dérivé à travers la forêt, remuant les pages de mon carnet. J'ai fermé les yeux, écoutant le bruit des vagues au loin se mêler au murmure des arbres, une douce symphonie de guérison. À ce moment-là, j'ai compris que tout était revenu à son point de départ. Plus besoin d'excuses. Plus besoin de preuves. Il suffisait de savoir que l'enfant autrefois traité d'échec avait construit une vie de liberté de ses propres mains et de sa propre foi. Un après-midi, alors que le soleil versait de l'or à travers les pins, j'ai entendu le doux bruit d'une voiture s'arrêter devant la porte. Je suis sorti et j'ai vu un véhicule argenté familier. Jessica. Elle n'est pas sortie, a seulement baissé sa vitre. Ses cheveux étaient attachés soigneusement, son visage sans maquillage lourd, ses yeux plus doux que je ne me souvenais. Elle m'a regardé, puis le chalet derrière moi, et a souri d'un petit sourire silencieux, sans fierté ni honte, seulement la paix. J'ai hoché la tête et lui ai souri en retour. Pas de mots, pas d'excuses, juste deux femmes qui ont finalement compris où elles appartenaient dans le monde. Elle a parlé doucement, presque un murmure. Tu es vraiment heureuse, n'est-ce pas? J'ai répondu, oui, et toi aussi tu peux l'être, si tu choisis de vivre pour toi-même. Jessica n'a rien dit, puis a hoché la tête lentement. Elle a démarré la voiture et est repartie, sans se presser, sans se retourner. Mais je savais que cette fois, elle ne fuyait plus. Je suis resté là à regarder le soleil baigner la forêt d'or. L'ombre du chalet s'étendait longue et stable sur le sol. J'ai murmuré, surtout à moi-même, parfois, la vengeance ne consiste pas à les faire souffrir. Il s'agit de les laisser te voir heureux sans avoir besoin d'eux. Le vent a soufflé à travers les jeunes pins que j'avais plantés, leurs feuilles tremblant comme en signe d'accord. Je suis rentré à l'intérieur où la lumière chaude se répandait à travers les fenêtres du chalet et Ethan m'attendait avec un sourire. Derrière moi, la forêt parlait, le son de la paix, des nouveaux départs. Et je savais que partout où la vie me mènerait, je porterais toujours cet endroit en moi. Evergreen Cabin, un symbole de résilience,
de liberté et d'une femme qui a finalement appris à s'aimer elle-même.